This podcast is brought to you by HEC Paris. Chers collègues et chers élèves, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un homme exceptionnel que vous connaissez tous et qui laissera, nous n'en doutons pas, son nom dans l'histoire en ayant fait voter par l'Assemblée nationale le 18 septembre 1981, il y a 25 ans jour pour jour, l'abolition de la peine de mort en France. Bel anniversaire, merci beaucoup Monsieur Badinter de votre présence aujourd'hui à HEC. J'en termine donc, Monsieur le professeur, en vous redisant, à titre personnel, au nom des élèves d'HEC, au nom des professeurs d'HEC, notre profonde admiration et notre profond respect, en vous renouvelant encore une fois nos sentiments d'admiration. Merci beaucoup. Quand on m'a demandé, M. Rimbaud m'a demandé de venir à HEC pour la conférence inaugurale, je n'ai pas balancé un instant. J'ai dit tout de suite oui. Je fais peu de conférences, parfois j'en ai la nostalgie, mais j'en fais peu à présent. Je n'en fais, pour ainsi dire, je le marque, jamais sur l'abolition de la peine de mort, jamais en France. Il m'arrive d'en faire ailleurs, notamment aux États-Unis, en Chine aussi, mais pas en France, le sujet me paraissant épuisé. Mais nous sommes aujourd'hui le 25e anniversaire du jour où l'Assemblée nationale a voté l'abolition et par conséquent le sujet, si je puis dire, s'imposait de lui-même. Alors, il se trouve qu'il y a, s'agissant de l'abolition, un double foyer d'intérêt. L'un qui est rétrospectif, qui est historique, qui est l'histoire de la bataille pour l'abolition de la peine de mort, qui s'inscrit essentiellement en France, politiquement, entre 1972 et 1980. 10 années dans lesquelles le hasard ou la force des choses ont fait que je me suis trouvé assumer à cet égard, en effet, un combat militant. Et puis, une fois l'abolition votée, scellée par les conventions internationales à partir de 1985, devenue donc irréversible, commençait l'autre entreprise, plus vaste, plus générale, passant de très loin le cadre national, et qui était la marche vers l'abolition universelle. Et parce que c'est le présent et l'avenir, c'est évidemment ce sujet-là qui importe aujourd'hui et qui, pour moi en particulier, compte. Dès lors, pour gagner du temps, et parce que pas plaisant ou facile d'évoquer ce que l'on a vécu soi-même, et qui est intéressant dans une seule mesure, c'est que la jeune génération, les jeunes générations, ne mesurent pas ce qu'a été l'ardeur, la difficulté, la passion autour de l'abolition de la peine de mort. Le moins qu'on en puisse dire est que ça n'était pas une mesure populaire. Alors, pour cette époque qui paraît maintenant si singulièrement révolue, le boulevard Arago, le long des murs de la prison de la Santé, et que je me dis, mais quoi, il y a 25 ans, il y a 30 ans, là, on prenait des hommes vivants, on les coupait en deux morceaux, vivants, et puis après, on démontait la guillotine, on lavait tout à grande eau, et puis on retournait à ses petites affaires, et la cité s'éveillait comme si de rien n'était. J'ai peine, je le dis, à le croire. Mais ce fut ainsi. Donc pour cette partie-là, afin de rendre sans doute plus vivante la deuxième et plus intéressante, j'ai proposé de vous présenter un film. Un film qui s'appelle d'ailleurs Un abolitionniste, qui a été réalisé pour le 20e anniversaire de l'abolition, qui retrace cette histoire, comment les choses sont advenues et ce que ça a pu impliquer pour moi à cette époque. Alors, il est, je pense, ce film intéressant par le sujet pour moi, bien sûr, mais pour une autre raison aussi, celle-là, c'est de l'esthétique
dramatique dont je vais parler, j'ai toujours été souvent demandé de faire des confidences, vous savez, comme le font les hommes ou les femmes publiques vieillissantes. Racontez-nous, grand-père. Bon, et j'avais toujours été quelque chose qui me gênait. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces émissions-là. Et finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce qui ne va pas, et ça m'avait frappé d'ailleurs un jour à propos de François Mitterrand, c'est que c'est une personne âgée qui parle souvent de sa jeunesse ou de son enfance. Il m'avait aussi frappé dans d'autres cas quand une actrice ou une chanteuse très célèbre, mais on terrasse son âge par délicatesse, vous explique que rien n'était aussi gai que Saint-Germain-des-Prés en 1947, et que vous voyez cette vieille dame vous dire ça, il y a une sorte de dissonance. Donc, il faut trouver autre chose. Et finalement, avec Joël Calmette, qui est un réalisateur très remarquable de documentaires, nous avons décidé l'autre formule. C'est-à-dire que dans ce film, celui qui parle, c'est en effet moi, mais on ne me voit jamais. Tel qu'hélas je suis maintenant. On voit des photos, comme un album de famille, ça se feuillette, et le commentaire raconte une histoire. Et le documentaire illustre l'histoire. Et je pense que cette technique-là méritait, en effet, d'être réalisée. Vous réaliserez ce que c'est. Ça permet aussi, je dirais, la réserve intérieure qui est nécessaire quand on parle de soi. Donc, pendant 32 minutes, vous entendrez parler, non pas de moi, mais de combat pour l'abolition. Et puis après, nous attaquerons le vrai sujet, celui d'aujourd'hui et de demain, celui pour lequel vous aurez à vous mobiliser aussi, qui est l'abolition, ou plus exactement, la marche vers l'abolition universelle. Alors maintenant, nous allons passer au temps 2, après le temps de jadis. Le problème, aujourd'hui, c'est évidemment le combat, c'est aujourd'hui l'abolition universelle. L'abolition universelle est... D'abord, je veux marquer pourquoi, à mon sens, l'abolition ne peut être qu'universelle. Quand on cherche les fondements de l'abolition, en dehors de toute considération, et Dieu sait s'il y en a, sur ce que charrie comme poison quand on l'a vécu, la peine de mort dans sa réalité judiciaire, on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos des États-Unis, c'est-à-dire l'inégalité sociale, les passions racistes et l'injustice absolue qui est l'erreur judiciaire. Il y a dans nos sensibilités actuelles et nos convictions, s'agissant d'État démocratique, un impératif catégorique. Cet impératif, les sociétés démocratiques reposent sur les droits de l'homme, et le premier des droits de l'homme, c'est le droit au respect de sa vie. Alors, bien sûr, les assassins ne le font pas plus que les autres délinquants ne respectent la loi démocratique, mais s'agissant du respect que doit avoir l'État démocratique pour les droits fondamentaux, il n'y en a évidemment pas de plus fondamental que celui-là. C'est-à-dire que le pouvoir de l'État dans une démocratie ne peut aller jusqu'à prendre la vie de quiconque, de ses citoyens. L'État totalitaire le fait. Il le fait constamment, il le fait partout. Il y a une alliance saisissante, historique, entre la pratique de la peine de mort et l'État totalitaire. Là, pas mieux résumer ce qu'est à cet égard l'approche de l'État totalitaire que dans le cri que poussaient pendant la guerre civile espagnole les officiers supérieurs franquistes et qui était « Viva la muerte », vive la mort, qui est un complet non-sens, premier chef, mais qui traduit une vocation à tuer qui est au sens même la caractéristique
est la marque de l'État fasciste. Il faut que l'État totalitaire, pas seulement fasciste, il faut que dans cet État, les sujets, et je n'utilise pas à dessein le mot de citoyen, les sujets sachent que le maître dispose de leur vie. Pas seulement de leur liberté, de leurs droits, de leur propriété, mais de leur vie même. Et que ce pouvoir doit aller jusqu'à la vie des sujets. Dans l'État démocratique, c'est exactement le contraire. Et cette alliance indissoluble entre droits de l'homme et démocratie, et au sein des droits de l'homme, entre le droit à la vie et l'État, ce respect par l'État de la vie d'autrui, c'est un progrès nécessaire et qui doit s'exercer universellement. Et pour commencer, bien entendu, là où les démocraties l'ont emporté. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Quel tableau par rapport à l'époque que vous venez de revoir? Les progrès vers l'abolition universelle, ils ont été plus rapides et plus importants que je ne l'aurais cru. Plus importants, il y a un demi-siècle de cela, là, quand je montais à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions le 35e État dans le monde à abolir la peine de mort. Je marque au passage que, s'agissant de ce qu'était la communauté européenne, nous n'avions pas gagné la palme d'or, ni la médaille d'or, ni celle d'argent, ni celle de bronze, et qu'au contraire, nous étions au dernier rang. Et ce qui m'a toujours, moi, surpris en matière d'abolition de la peine de mort sur la scène nationale, c'est pas qu'on est aboli, c'est qu'on est aboli si tard. Mais enfin, quand je regarde 25 ans plus tard la situation, je dis les choses sont allées plus vite, plus loin. Aujourd'hui, alors que nous étions le 35e État à abolir, sur à peu près 200 États que comptent les Nations Unies, 130 sont abolitionnistes. C'est-à-dire que l'abolition est devenue très largement majoritaire dans le monde. Et pourquoi je pouvais parler à la fois de progrès rapides et au-delà de ce que nous pensions. Et ce qu'il y a de plus saisissant pour un Européen, et en particulier pour un homme, une femme de ma génération, c'est de mesurer que l'Europe, qui est quand même un continent souillé de bien grands crimes pendant une bien longue histoire, l'Europe est aujourd'hui un continent libéré complètement de la peine de mort, ou presque complètement. L'Europe, à ce jour, ne compte plus qu'un État dans lequel s'exerce la peine de mort, c'est la Biélorussie. Et je peux relever au passage que la Biélorussie est le dernier des États staliniens qui survivent en Europe, cramponnés à la peine de mort et à bien d'autres tares dictatoriales. Mais en dehors de cela, non seulement la peine de mort est bannie de chaque législation, presque toutes les législations nationales, non seulement on ne condamne plus à mort, on n'exécute plus en Europe, sauf la Biélorussie, mais les États européens se sont liés par des conventions internationales qui interdisent aux États signataires de recourir à la peine de mort. Cela est d'abord vrai au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire dans ce qu'on appellerait la Grande Europe, un État du Conseil de l'Europe, bien au-delà des frontières de l'Union européenne, et cela depuis longtemps. Après 1981, tout mon effort a été, pendant les années qui ont suivi, s'agissant de la peine de mort, avec des collègues, et particulièrement deux d'entre eux, le ministre de la Justice Broda, autrichien, personnage admirable, grand abolitionniste, grand résistant pendant la guerre, avait été arrêté, torturé par la Gestapo, mais admirable, et le ministre allemand, de faire ratifier par les États membres du Conseil de l'Europe
un texte que nous avions élaboré et qui est le 6e protocole annexe à la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit aux États membres de recourir à la peine de mort. C'était pour moi essentiel, je n'utilise pas ici l'adjectif capital, c'était pour moi essentiel que ceci soit ratifié par la France, je dirais, avant que je ne m'en aille. J'avais le sentiment que ma tâche ne serait accomplie que si je voyais la France signer et ratifier ce protocole. Ce qui a été fait tout à fait à la fin de cette législature-là, en fait, nous avons déposé les instruments de ratification 2 semaines avant que je ne gagne les douceurs paisibles du Palais Royal pour juger de la constitutionnalité des lois. Pourquoi est-ce que j'y tenais absolument? Pas seulement pour la portée morale, mais essentiellement pour des raisons juridiques, constitutionnelles. Vous devez savoir qu'en France, selon notre Constitution, selon l'article 55, les traités internationaux priment sur les lois nationales et que le Parlement ne peut pas voter une loi qui soit expressément contraire à une convention internationale signée et ratifiée par la France. La primauté du traité sur la loi interne. Et cela a une conséquence directe. Qu'est-ce que c'est que la peine de mort? C'est une disposition du Code pénal. Je marque d'ailleurs au passage que ça interdisait absolument le recours au référendum qu'on a cessé de rappeler. Constitutionnellement, le droit pénal n'est pas modifiable par référendum dans ce domaine-là. Donc on ne peut le faire que par la loi. Mais à partir du moment où la peine de mort relève d'un article du Code pénal, le rétablissement qu'évoquaient certains avec dilection, frémissement de bonheur par anticipation de la peine de mort, eh bien, il devenait juridiquement impossible. Je ne parle pas seulement de politiquement, à mon avis, impossible, car je considérais toujours qu'il était plus difficile encore de rétablir que de supprimer, mais c'était, et c'est toujours, juridiquement impossible. Le Parlement ne peut pas, en France, voter une loi rétablissant la peine de mort aussi longtemps que la République française et très précisément le président lui-même de la République française n'aurait pas dénoncé la Convention européenne en matière de droits de l'homme s'agissant de la peine de mort. C'est-à-dire qu'en fait, le président de la République française aurait retiré la France du champ des droits de l'homme en Europe. Vous n'imaginez pas ce qu'est le symbole ou l'attachement à l'abolition dans certains États européens, bien au-delà du nôtre, et ce que cela signifierait. Et voir le tollé, d'ailleurs, qui a accueilli les propos singuliers du président polonais ces temps-ci, ça voudrait dire que la France, délibérément, qui se veut toujours patrie des droits de l'homme, sous la signature de son président, dénonce la Convention européenne des droits de l'homme. Politiquement impossible. Bien sûr, si la France élisait dans un moment d'aberration M. Le Pen, nous sortirions de la Convention européenne des droits de l'homme, nous sortirions d'ailleurs de l'Union européenne, j'en suis convaincu, et nous plongerions dans le fascisme. Mais j'écarte cette hypothèse, on retrouverait ce que j'évoquais tout à l'heure, et je dis cela n'est pas possible. C'est intéressant, pourquoi? Parce que les démagogues que vous entendez lorsqu'un crime atroce, et il y aura toujours des crimes atroces dans l'histoire, lorsqu'un démagogue s'écrit qu'il va déposer ou dépose une proposition de loi demandant le rétablissement de la peine de mort, c'est au plus pur sens du terme ce que l'on appelle de la démagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un démagogue? C'est celui qui promet qu'il va faire quelque chose qu'il sait qu'il ne fera pas. Et à cet instant-là, il sait que c'est impossible. Même si, moi je reconnais volontiers à certains d'entre eux une grande capacité d'ignorance juridique, là, ils savent quand même que les traités priment la loi interne et que la France est signataire de ces conventions. Alors, ces conventions, valables pour l'espace européen large, se retrouvent évidemment dans l'Union européenne. Et je rappelle que dans la Charte des droits fondamentaux, qui a été adoptée à Nice, et qui d'ailleurs figurait dans la deuxième partie du projet de traité constitutionnel, mais qui a été adoptée indépendamment du projet lui-même de constitution européenne, dans la Charte des droits fondamentaux, l'article 2 de l'énoncé de ces droits fondamentaux est d'une clarté extrême. Nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté.
nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté. Voilà ce que l'ensemble des États membres de l'Union européenne, 25 plus 2, bientôt 27, se sont engagés à respecter. Donc c'est un des fondements de la culture européenne que l'abolition. À partir de là, évidemment, nous sommes dans une situation exceptionnelle au regard du reste du monde. C'est une avancée saisissante, je le disais, par rapport à l'histoire européenne que cette avancée-là. Cela s'inscrit au-delà de l'Europe dans un certain nombre de conventions internationales, protocoles facultatifs au deuxième protocole en matière de droit civil et politique, etc. Je ne vais pas en reprendre l'inventaire, mais il est nombreux d'engagements internationaux qui tous font de l'abolition, même plus qu'un but, une obligation pour les États ratifiants. Sur ce point, peut-être le plus symbolique de tous, c'est passé inaperçu du public, mais tellement saisissant pour les juristes et les combattants des droits de l'homme, c'est le traité de Rome de 1998 qui a créé la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a pour vocation, vous le savez, à juger les principaux responsables des principaux crimes commis contre l'humanité. Tâche extrêmement importante, fondamentale à mes yeux. Je dis d'ailleurs qu'il ne faut pas croire que ma vie s'est arrêtée en septembre 1981. Fort heureusement, elle a continué, les combats avec eux. Et dans les 10 dernières années, avec des amis chers, nous avons consacré un temps et une énergie considérable à arracher la signature puis la ratification du traité qui a créé cette Cour pénale internationale, changement radical pour les 20 années à venir. Mais dans le statut qui a été adopté par 120 États, et le traité a été ratifié à ce jour par 83 États, eh bien, les responsables des pires crimes qui soient, les crimes contre l'humanité, pas de peine de mort mentionnée dans le traité. La peine maximale, c'est la perpétuité. Donc, à cet instant-là, et pour ces criminels-là, eh bien, la communauté internationale, elle, prenait acte de ce que la peine de mort devait être exclue de toute justice. Donc, sans en refaire encore une fois l'inventaire, vous avez des progrès conventionnels internationaux très importants, indépendamment de l'évolution des législations internes. Alors, si je regarde l'atlas de la peine de mort aujourd'hui, vous avez 3 grands foyers qui demeurent de production d'exécution capitale. Le premier, le plus important quantitativement et par la force, la population, et la richesse et les capacités de cet État, c'est la Chine. La Chine est de très loin le premier État qui procède à des exécutions dans ce monde. Combien par an? Très difficile à savoir. Selon les données officielles, en 2005, c'était à peu près 1750. Selon les organisations des droits de l'homme en Chine, comme la plupart des exécutions sont clandestines, il y a celle à grand spectacle dans les stades, mais les exécutions, pour la plupart, sont commises dans l'obscurité des prisons, de l'ordre de 8 000 à 10 000 par an. On pense plus pour 10 000 que pour 8 000, mais cela fait de la Chine un État qui est encore aujourd'hui celui qui exécute le plus. Je n'ai pas besoin de rappeler que la Chine, une grande puissance économique, est ralliée aujourd'hui à des formes de libéralisme, de néolibéralisme économique, demeure un État totalitaire à notre chagrin. J'ai quand même, je marque au passage, constaté, je suis rendu en Chine 2 reprises, qu'il y avait une évolution et que cette évolution, elle est dans le bon sens. J'ai eu l'occasion à Pékin, faisant une conférence sur l'abolition, de voir beaucoup de jeunes juristes, professeurs ou magistrats et avocats chinois qui disaient oui, l'avenir de l'abolition, et nous irons dans cette direction. Même le président de la Cour suprême chinoise m'a dit, c'est vrai, philosophiquement, même en ce qui concerne les justices, je pense que en effet, l'avenir, c'est l'abolition, mais le peuple chinois n'est pas encore prêt. Les esprits ne sont pas encore préparés. C'est une chanson
que j'ai entendu très longtemps pendant mes périodes ou ma vie antérieure. Mais là, malgré tout, il y a eu des progrès vers un meilleur contrôle juridictionnel, progrès aussi vers une plus grande prise en compte des moyens de l'unité par le regroupement de tous les recours devant la Cour suprême. Alors, sur ce point, et s'agissant de la Chine, je marque que nous sommes à un moment particulièrement heureux, à mon sens, pour aller de l'avant en Chine dans le domaine de l'abolition, et c'est l'occasion des Jeux olympiques. Il existe une charte des Jeux olympiques, un comité éthique des Jeux olympiques, et dans cette charte des Jeux olympiques, il est marqué que le respect des droits de l'homme doit être une exigence de la pratique des Jeux. Par conséquent, il convient que, au moins pendant la période des Jeux olympiques, et au moins s'agissant des exécutions et des condamnations à mort, il y ait un moratoire en Chine, et je pense qu'un mouvement international devrait être lancé, je crois qu'il le sera par les organisations humanitaires, demandant un moratoire pour l'année 2007 en Chine, lors des Jeux olympiques, l'année 2008. Qu'en adviendra-t-il, nous le verrons, mais c'est un moment saisissant pour agir. Le deuxième pôle de pratique de la peine de mort, ce sont les États islamistes intégristes. Le premier, donc le second producteur dans le monde de peine de mort, c'est l'Iran. L'Iran atteint près d'une centaine par an, avec en particulier une pratique de la peine de mort à l'encontre des femmes qui est proportionnellement la plus importante que nous connaissions. Au nom de la charia et d'une interprétation que certains de mes amis, qui eux ont des capacités d'analyse de la loi sacrée du Coran, disent n'être pas dictés par les écritures coraniques, mais je me garderai de m'aventurer sur ce point, mais enfin je tiens à le rappeler, il y a là une pratique constante de la peine de mort. On la retrouve aussi notamment en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Et le troisième lieu, l'autre, ce sont les États-Unis. C'est vraiment un extraordinaire voisinage. Ce cousinage est étrange entre une vieille démocratie, une première des grandes républiques, un état de droit indiscutable, et les États que je viens de mentionner. Ils ne nourrissent pas d'ailleurs les uns à l'égard de l'autre des sentiments d'amitié particulière. Les États-Unis sont un problème en soi. Et aujourd'hui, je considère que la bataille pour l'abolition, le cœur de la bataille pour l'abolition universelle s'inscrit aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, comme je le disais, les plus grands producteurs, mais parce que c'est une grande démocratie, une vieille démocratie, et que cela sert à tous les partisans de la peine de mort dans le monde pour dire oui, tout ça c'est très bien, vous nous dites en effet aucune démocratie occidentale ne recourt plus à la peine de mort, mais nous regardons les États-Unis, c'est une grande démocratie et c'est la première puissance du monde et un modèle culturel, et voilà, vous voyez bien qu'on exécute aux États-Unis. Donc c'est aux États-Unis qu'aujourd'hui s'inscrit au premier chef la bataille pour l'abolition universelle, pas pour négliger le reste, mais là, la bataille est particulièrement ardente. Alors, quelle est la situation ? Elle est complexe. Elle mérite l'analyse, pas simplement l'anathème. Il faut aller plus loin, il faut regarder la situation exactement. Aux États-Unis, la peine de mort, ne l'oublions pas, disposition du Code pénal, varie selon les États. Tous les États des États-Unis n'ont pas inscrit la peine de mort dans leur législation. Il y a 12 États qui sont essentiellement situés sur la côte est et nord des États-Unis, autour de la vieille Angleterre, qui n'ont jamais accepté de recourir à la peine de mort. Je marque au passage que leur niveau de criminalité est très inférieur à ce que l'on rencontre dans les États qui, eux, pratiquent effectivement, et quelquefois largement, la peine de mort. Je veux dire les États du sud des États-Unis, ce qu'on appelle la Southern Belt, vous savez, et parmi ces États du sud des États-Unis, on retrouve à peu près tous ceux de la Confédération de jadis,
avec les tensions que l'on connaît, tensions raciales en particulier, eh bien, au premier rang, vous avez le Texas, la Floride, la Virginie. Vous avez aussi d'autres États, l'Alabama, le Mississippi, etc., mais particulièrement en ce qui concerne le Texas, la Floride, la Virginie. On peut croire que c'est l'effet de circonstances et du hasard. Il est curieux de noter que deux des gouverneurs qui détiennent le droit de grâce se trouvaient être deux membres de la même famille, à savoir M. Bush, l'actuel président des États-Unis, qui a été fort longtemps gouverneur du Texas, et le gouverneur actuel de la Floride. Alors, quand on regarde la pratique, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de constater cette concentration géographique. C'est pourquoi quand on me dit les États-Unis, je dis non, attention, dites, pour être très précis, que c'est d'abord le sud des États-Unis, les États du sud des États-Unis qui pratiquent la peine de mort. Mais ils la pratiquent. Si on regarde l'évolution récente, on constate que le nombre de condamnations à mort et d'exécutions a diminué assez sensiblement, presque de moitié, depuis l'an 2000. C'est pas lié à la présidence de M. Bush, c'est tout à fait lié à un autre facteur, c'est que la Cour suprême des États-Unis a commencé à regarder d'un œil plus aigu le champ d'application de la peine de mort. Et elle a, par une série d'arrêts importants, récents, successivement interdit la peine de mort s'agissant des débiles mentaux, car on les pratiquait, la peine de mort s'agissant des aliénés, des déments, car on la pratiquait, et la peine de mort s'agissant des mineurs pénaux, c'est-à-dire ceux qui ont commis le crime avant l'âge de 18 ans. Je signale que toutes ces interdictions figurent dans des conventions internationales, particulièrement dernières, dont les États-Unis étaient signataires et avaient ratifié. C'est-à-dire qu'ils méconnaissaient par cette pratique un engagement international solennel des États-Unis. La Cour suprême a dit que ceci n'était pas possible, et donc du coup, vous avez eu diminution, c'est sensible, on atteignait la centaine environ l'année 2000, avec une très forte proportion du Texas à cette époque-là, et maintenant, nous étions en 2005 aux environs de 58, quelque chose comme ça, oscillant entre 50 et 60. Voilà pour l'actuel mouvement. Est-ce qu'il va se poursuivre ? Je pense pour ma part. L'élection récente, ou plutôt la réélection récente de M. Bush, pas de conséquences majeures en ce qui concerne les crimes fédéraux, parce qu'ils sont rares, qu'à cet égard le droit de grâce du président trouve rarement l'occasion de s'exercer, compétence quand même importante quand il s'agit de terrorisme. On a vu ce qui s'est passé à propos de Moussaoui. Mais la véritable problématique ici, c'est la question de la composition de la Cour suprême des États-Unis. On ne se rend pas assez compte en France de ce que, à cet égard, représentent les nominations à la Cour suprême des États-Unis. Et en 1972, le jour même d'ailleurs, la condamnation à mort de Buffet et Bontemps à Troyes, la Cour suprême déclarait qu'en son état de pratique et de garantie des libertés individuelles, la peine de mort était inconstitutionnelle aux États-Unis. Et on a cru que c'était fini. M. Nixon est devenu président des États-Unis, il y a eu un certain nombre de nominations, et la Cour suprême a modifié sa jurisprudence, et sur la plupart des États qui voulaient garder la peine de mort, à partir de 1975, ont modifié, accru un peu les garanties légales, et c'est ainsi que la peine de mort a repris son cours. Or, les nominations récentes de M. Bush, pour des durées très longues, puisque les hommes nommés sont jeunes et que, relativement, mais ils ont quand même à peine dépassé la cinquantaine, compte tenu des progrès de la médecine, de la stabilité de la fonction, de, disons-le, l'absence de stress
qui caractérise la vie des magistrats dans les cours suprêmes et de la pratique du golf, on peut raisonnablement espérer qu'ils vivront jusqu'à 80-85 ans et continueront à exercer leur mission. Ce qui veut dire que ces nominations continueront à peser sur la Cour suprême pendant 30 ans, puisque selon l'axiome célèbre aux États-Unis, les juges de la Cour suprême ne meurent jamais et ne démissionnent jamais. Voilà. Alors, ça, de ce côté-là, nous verrons ce qu'il en adviendra, mais évidemment, s'il y avait eu un autre président, je pense que les choses auraient pu radicalement changer. C'est ainsi. Que peut-on donc espérer ? Moi, ma conviction est simple, claire, pas seulement parce que j'ai la foi du charbonnier dans ce domaine, mais parce qu'elle est fondée sur une connaissance ancienne, une fréquentation ancienne des États-Unis, en particulier des juridictions américaines. Les États-Unis ont une grande fierté de leur justice. Ils attachent à la justice plus d'importance que nous le faisons, précisément à cause du rôle joué dans l'évolution, y compris sociétale, des États-Unis par les juridictions fédérales et la Cour suprême. Donc ils croient à leur justice et ils considèrent que la justice américaine est sans rival et que c'est de très loin la première du monde. Moi, je ne fais pas de concours de beauté juridictionnelle, mais j'ai une passion pour le tourisme judiciaire. Partout, dans tous les pays étrangers où je vais, je me glisse toujours dans le tribunal correctionnel pour renifler l'atmosphère, voir comment le président s'adresse aux justiciables, comment se comportent les avocats. Je fais du tourisme judiciaire. Bon. Et je ne peux pas vous dire, très franchement, que s'il y a d'admirables juridictions aux États-Unis, c'est absolument le cas dans toutes les juridictions des plus obscurs comtés des États-Unis, et notamment dans le sud des États-Unis. Et que si vous en avez l'occasion, quand vous, comme ça, traverserez l'Alabama ou le Mississippi, je vous invite à vous arrêter et à gagner le tribunal le plus proche et à voir comment cela se passe. Ce n'est pas la Chambre des Lords. Les choses donc étant ainsi, cette foi elle nous est utile. C'est le levier. Parce que la peine de mort, elle met de façon saisissante en lumière tous les poisons d'une société. Tous. Et certains particulièrement. Et quand vous regardez la composition des quartiers de condamnés à mort des États-Unis, vous vous rendez compte tout de suite d'abord de l'extraordinaire injustice sociale qui prévaut là, puisque, disons-le, c'est rarement le fils du banquier ou la fille de la grande avocate que vous rencontrerez dans ces quartiers de condamnés à mort. C'est toujours les mêmes populations que vous y trouvez, et dans cette population, ce sont les plus misérables des États-Unis qui constituent la grande armée des quartiers des condamnés à mort. Injustice saisissante, tragique, en ce qui concerne cette exigence première de la procédure équitable, c'est-à-dire l'égalité des armes. L'égalité des armes, ça veut dire force comparable de la défense et de l'accusation. Alors que, selon les textes, vous ayez plus communément cet équilibre, ce n'est pas vrai dans la réalité. A été toute différente. Parce que les États-Unis ont un système judiciaire qui est fondé, vous le savez par les feuilletons américains, sur le système accusatoire pur, c'est-à-dire que à charge à l'accusation de rapporter ses preuves, à décharge à la défense de montrer que ces preuves ne sont pas suffisantes et de rapporter les preuves en sens contraire qui détruisent celles de l'accusation. Liberté pour chacun. Seulement voilà, l'égalité des armes ici, c'est l'égalité du pot de fer contre le pot de terre. Parce que c'est une justice, je le rappelle, d'État. Ce n'est pas la justice fédérale qui est la pourvoyeuse des condamnations à mort. Et vous devez vous souvenir que les magistrats américains dans les comtés, dans les États, ce sont des magistrats élus et renouvelables, qui reviennent devant les électeurs et auxquels on redonne confiance. Campagne électorale d'ailleurs singulière,
tout à fait saisissantes, dans lesquelles il faut lever de l'argent. Et j'ai toujours trouvé singulier un système dans lequel on voit de grandes sociétés donner de l'argent pour l'élection de magistrats dans lesquels un jour peut-être ils seront appelés à comparaître. Ça ne m'est jamais apparu la meilleure garantie démocratique de l'impartialité de la magistrature. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Si vous voulez gagner la faveur du public pour votre réélection quand vous êtes district attorney, il vous faut bien justifier de votre ardeur à poursuivre le crime, tough on crime. Et quelle est la meilleure façon de témoigner de son ardeur à poursuivre le crime que d'aligner, comme autant de scalps ou d'un signe que l'on portait sur la carlingue des avions de chasse pendant la guerre, des condamnations à mort. Là, on a la preuve de l'activisme judiciaire. Alors, indépendamment de la conviction personnelle, il y a une grande ardeur. Ça vaut aussi, je le rappelle, pour les officiers de police supérieure et pour les shérifs. Donc, on sera ardent dans la poursuite. Et on dispose de tous les moyens de la police, et on dispose de tous les moyens de l'expertise scientifique, et on dispose de toutes les facultés pour recueillir les témoignages et les contre-témoignages, puisque ça n'est pas fait par un juge d'instruction. En face, vous avez la défense. Les États-Unis sont un pays où le métier d'avocat est un métier important, très bien rémunéré quand on réussit. On fait des fortunes considérables qui permettent, dans les cas les plus heureux, de doter richement les bibliothèques des universités où l'on est issu. Mais c'est cher. Et un procès criminel, selon le mode accusatoire, c'est long. Et cela se paye à l'heure, à la journée. Et à des tarifs qui feront rêver même les plus successful de mes anciens confrères. Ce qui veut dire que si vous êtes riche, comme O.J. Simpson, vous pouvez aligner, comment il disait, un dream team de défense, et vous êtes acquitté, mais que si vous n'êtes pas O.J. Simpson, mais un petit voyou du coin de la rue, accusé de meurtre, au premier degré, vous aurez quoi comme avocat? Ben, mine à rien, vous n'êtes pas mafieux, on vous commettra un avocat d'office, au prix où on paye l'avocat d'office, il perd de l'argent tous les jours d'audience, ce qui n'incite pas évidemment à manifester une ardeur particulière pour soulever les moyens de procédure, et on confiera cela selon le choix du président. Ce n'est pas l'ordre des avocats qui désigne l'avocat commis d'office, c'est le président. Bon, ça donne des résultats qui ont été révélés par une étude tout à fait remarquable de l'Université de Columbia, qui a fait reprendre tous les dossiers de condamnation à mort de 1977 à 1997, sur 20 ans, tous. Et on a analysé tous les premières instances, c'est là où ça se joue. Ensuite, on a essayé d'avoir soulevé un nombre de moyens de droit pour pouvoir ouvrir le dossier réellement. Donc c'est la première instance qui joue. On a constaté avec stupéfaction que dans à peu près la moitié des cas, on a rendu la décision de condamnation à mort dans des conditions illégales. Illégales soit parce que les charges requises ne le permettaient pas, illégales soit parce qu'on avait recueilli des preuves dans des conditions qui étaient douteuses, soit parce qu'on avait retiré des preuves qui auraient été à des charges pour celui qui était poursuivi, soit parce que la défense n'avait pas fait son travail, y compris à l'audience. Et la jurisprudence des cours suprêmes d'État était sur ce point aberrante, le record étant une décision du Texas expliquant que le fait pour un avocat d'avoir dormi pendant les 4/5 enregistrés par huissier des audiences à l'issue desquelles son client avait été condamné à mort n'était pas un cas de nullité, puisqu'après tout, on ne savait pas à quel moment avait pu jouer de façon décisive l'issue du procès. Donc, importe qu'on ronfle pendant les 4/5 de l'affaire. Bon, alors, ça saisit, et puis, évidemment, il y a la masse des erreurs judiciaires et le poison du racisme, parce que quand vous regardez la proportion de ceux qui sont condamnés à mort et de ceux qui sont exécutés, noirs et latinos par rapport au reste de la population, ça saute au visage. C'est sans rapport. Et comment l'expliquer autrement que par un racisme inconscient de la part des jurés? Vous savez, moi j'ai beaucoup dans ma
fréquenté les cours d'assises, je sais que, pas nécessairement consciemment, mais parfois inconsciemment, toutes les passions et les pulsions humaines se libèrent, elles se libèrent particulièrement quand on est en présence de crimes qui révoltent et qui font appel à ce qu'il y a de très fort chez l'être humain, c'est-à-dire l'instinct de mort. Et que, quel que soit à ce moment-là le biais judiciaire qu'on donnera, il se libérera. Donc, ici, je pense qu'il y a des pulsions qui se libèrent, inavouées, inconscientes. On essaye de les tempérer par des serments prêtés ou des sélections, mais rien ne peut changer cela. Et pour être très clair, je vous dirais que quand je suis devenu garde des Sceaux et avant le débat sur la peine de mort, je me suis fait donner par la direction des affaires criminelles le relevé de la totalité des condamnations à mort et des exécutions en France au cours de la période 1907. C'était le dernier débat sur l'abolition, la dernière tentative, jusqu'à 1981. Et j'ai, droit commun, je les ai aux côtés de la matière politique, bien entendu, et j'ai constaté à ma stupéfaction, je ne l'avais pas réalisé, que la proportion de Noirs et de Nord-Africains condamnés à mort et exécutés pour des crimes qui étaient d'une gravité comparable à ceux commis par ceux qui n'étaient pas ainsi de cette origine, eh bien la proportion était 3 fois supérieure à ceux des autres. Et je dis à l'Assemblée d'ailleurs, est-ce que c'est parce que leurs crimes étaient plus graves ou est-ce que c'était parce qu'ils étaient maghrébins ou noirs? Le simple fait d'avoir à poser la question, c'est déjà en soi la condamnation de la peine de mort, et cela, vous n'y pourrez rien, sauf l'abolition. Donc, conscience, je disais, se fera. Elle se fait d'ailleurs à certains moments, mais elle finira par éclater de ce que ça peut produire comme, je le disais, discrimination, préjudice raciaux, inégalité sociale, inégalité financière, et puis pour terminer, la monstrueuse erreur judiciaire qui n'est rien d'autre que le crime absolu commis par la justice. Rien n'est pire que de condamner à mort un innocent et de l'exécuter. Nous n'avons pas sur ce point suffisamment de données. Nous avons un nombre considérable de données saisissantes s'agissant de condamnés reconnus innocents jusqu'au dernier moment avant l'exécution. Notamment, il y a eu à Chicago la révélation dans les prisons de Chicago qu'il y avait 13 condamnés à mort récemment en instance d'exécution, et une enquête très forte conduite par à la fois le grand journaux de l'Illinois et des équipes de chercheurs et d'avocats ont permis de montrer qu'il y avait 13 condamnés en instance d'exécution qui étaient innocents. Et du coup, le gouverneur de l'État, qui était d'ailleurs un républicain bon teint, a gracié tous ceux qui se trouvaient dans les quartiers des condamnés à mort. Alors moi, je ne veux pas, c'est le gouverneur qui porte la responsabilité, que de porter la responsabilité de telles décisions. Mais on n'a pas la mesure de tout ce qui est advenu parce que dans la jurisprudence américaine, il est impossible, faute d'intérêt, de procéder à la révision d'un procès au regard d'éléments nouveaux, tout simplement parce que l'action publique est éteinte par la mort de celui qui a été exécuté et que personne n'est recevable à agir, sauf parfois et très difficilement les parents, très difficilement. Donc on a un nombre important là d'affaires dans lesquelles on se dit il doit sûrement y avoir eu, ou probablement une erreur judiciaire, mais justement c'est pas prouvé. Alors pourquoi ma conviction? Je le dis encore une fois, parce qu'une telle justice, elle n'est pas compatible avec l'idée que les Américains se font de la justice, et il arrivera inévitablement ce qui est arrivé en Angleterre, où il y a eu un condamné mort qui a été pendu. Et puis, on s'est aperçu qu'il était innocent, parce qu'avant de mourir, un détenu a dit « c'est moi qui ai commis le crime ». Il a donné des détails tels qu'on s'est aperçu que celui qu'on avait pendu, qui avait toujours protesté de son innocence, en effet avait été pendu à tort et que c'est un autre qui avait commis le crime. Et ça a tellement révolté les Anglais qui sont assez exigeants de la justice que du coup, on a décidé un moratoire sur 5 ans pour voir comment allait se passer l'évolution de la criminalité sanglante. Et comme partout, on a constaté qu'elle n'avait pas évolué. Et même le contraire, quand on a fait l'expérience au Canada, où après 5 ans, il se trouve, ça aurait pu être légèrement en sens contraire, mais il se trouve que la criminalité sanglante avait diminué. Et M. Trudeau a dit au Parlement canadien, pour l'honneur du Canada et pour la dignité de la personne humaine, eh bien, nous allons abolir ce qu'ils ont fait.
Cela arrivera aux États-Unis, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, l'opinion publique américaine, sur ce point, elle se renversera comme cela arrive. Voilà. Alors, telle est la situation actuellement. Je terminerai en disant que ce qui est fréquemment utilisé comme référence par les partisans de la peine de mort, c'est la lutte contre le terrorisme. Et à cet égard, c'est plus qu'un leurre, c'est pire, c'est un piège. Le recours à l'utilisation de la peine de mort contre le terrorisme est en effet d'abord un leurre, parce qu'il suffit simplement de regarder comment se passe l'action terroriste pour mesurer que ce n'est pas la crainte d'une peine de mort à l'issue d'un procès qui peut dissuader le terroriste d'agir. Quand on en est aux attentats suicides ou à jeter l'avion dans lequel on se trouve sur un bâtiment, ce n'est pas la menace d'une condamnation à mort qui va vous arrêter. Il y a toujours entre le terrorisme et la mort une alliance effrayante, profonde, qui trouve sa racine dans d'autres éléments de la nature humaine que la conscience morale. Mais c'est elle, il y a une fascination de la mort, et ce n'est pas par la menace de la peine de mort que vous dissuaderez l'action. Et puis, il y a pire. Je dis que cela est dangereux, pourquoi ? Parce que pour les partisans de sa cause, le terroriste qui va jusqu'au bout de son sort, qui en effet, après avoir agi, été condamné à mort, exécuté, eh bien celui-là, aux yeux des militants de sa cause, et particulièrement des jeunes militants, il est un héros. Il est allé jusqu'au bout de son choix, jusqu'au bout du choix que sa cause requérait. Et le résultat, c'est toujours une mobilisation plus grande de militants qui vont le remplacer, et le remplacer en plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle, indépendamment de la question valeur, principe pour une démocratie, ce que j'évoquais tout à l'heure, de ne pas déroger à ces valeurs dans cette lutte-là, où il y a aussi un problème d'affirmation de valeurs, indépendamment de cette considération-là, regardez, jamais les Espagnols ravagés par le terrain n'ont envisagé même d'établir la peine de mort. Je souligne d'ailleurs que l'abolition est inscrite dans la constitution espagnole post-franquiste. C'est en référence aussi aux actions de Franco et des fascistes espagnols. Jamais les Anglais, pourtant connus de très très grands attentats terroristes avec l'IRA, n'ont voulu rétablir la peine de mort. 3 fois, Mme Thatcher a demandé aux communes le rétablissement de la peine de mort. 3 fois, les communes ont dit non, et chaque fois avec une majorité plus forte. C'était la même chose en Italie, s'agissant des Brigades rouges. Et l'État d'Israël lui-même n'a jamais voulu inscrire dans ses lois la peine de mort en matière de terrorisme. Il n'y a pas de peine de mort en Israël, sauf ce qui n'a rien à voir en ce qui concerne le passé, et uniquement pour les auteurs criminels de la Shoah. On pense à Eichmann, mais ceci étant historiquement épuisé, jamais ils n'ont voulu. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et s'agissant d'Israël, je me souviens d'avoir entendu le général Dayan le dire très clairement. On n'a pas envie d'avoir condamné à mort et ensuite à exécuter des terroristes. Ça ne fera que susciter plus encore de militantisme dans le camp de nos adversaires. Donc c'est un leurre. Et c'est un leurre qui, encore une fois, par rapport à nos valeurs, est une négation, un abandon, un reniement. Donc il faut continuer à lutter contre le terrorisme avec fermeté, avec précision, dans le respect des droits fondamentaux, mais avec résolution. Ça n'est en tout cas pas du côté de la peine de mort qu'on trouvera un secours. Telle, je le disais, est la situation, mais rien ne peut à cet égard ébranler ma conviction. Nous irons vers l'abolition universelle. Je pense que lorsque les États-Unis l'auront fait, d'autres le feront encore avant, mais lorsque les États-Unis l'auront fait, cela entraînera alors très très vite l'effondrement du reste de la peine de mort dans le monde, sauf peut-être, mais ceci dépend de nos amis musulmans, la résistance qui sera opposée par les intégristes. Mais là encore,
je suis convaincu que vous connaîtrez la fin de la peine de mort. Ça peut paraître étrange de se dire cela. Et cependant, c'est pour moi certain. Et si j'avais besoin d'une référence historique, elle me serait aisée à trouver. Vous devez toujours vous souvenir que dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire judiciaire, le recours au supplice a été une constante légale. La torture a été l'instrument légal de la justice ordinaire et extraordinaire, et nous en France, jusqu'à la Révolution, jusqu'à la veille de la Révolution. Concevait pas une justice sans torture. À cet égard, des rentrées solennelles du Parlement de Paris, dans lequel l'avocat général Muillard de Vouglans prenait fait et cause contre les folles théories de Beccaria. Eh bien, la torture a disparu de toutes les législations que je connaisse, sauf celles qui pratiquent encore des mutilations. Mais la torture au sens du 18e a disparu. Il en ira de même pour le supplice premier et irréversible, et qui est celui de la peine de mort. Et je marque là, en terminant, j'ai évoqué, il n'y a rien pour moi de plus, en effet, saisissant quand je vais à la santé, car je continue à aller à la santé, non pas par affinité particulière, mais parce que nous n'avons pas, vous avez, vous, un chantier que les aînés vous laissent, et c'est pas brillant, c'est l'état des prisons françaises et le système carcéral français. Ce n'est pas brillant et ce n'est pas nouveau. Et quels que soient les efforts qu'on a tenté de faire, on se heurte toujours à une espèce de résistance passive qui fait qu'on y songe un moment et on s'arrête bien vite. Donc, quand je vais visiter les maisons d'arrêt, quand je vais visiter la santé, où je passe Gloire-Rago, j'ai vraiment... je me dis, mais c'est fou, vous avez vu ça à la fin, là, c'est fou. Dire que ça avait lieu là, comme ça. Et qu'après on l'avait à grand dos et on repartait à ses affaires. Il n'y a pas longtemps, hein. Pour moi, il n'y a pas longtemps. Pour vous, ça paraît très loin. Mais vous en verrez le terme et ce sera très bien ainsi. Merci. Please visit us at www.agc.edu.